Bonsoir et bienvenue au Majuscule Propos. Aujourd'hui, on va discuter de ce souvenir à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes pendant les 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Nous sommes avec Eunice Mugisha qui est chargée du développement de la jeunesse à PLP. Et maintenant, on va parler à cette ère des réseaux sociaux, comment ça se trouve, comment est-ce qu'on perçoit donc l'ère des réseaux sociaux, l'époque maintenant, quels sont les types adaptés, les types de contenus? Merci, premièrement, de me recevoir sur votre plateau. Je me dis qu'avec le temps, l'évolution, il y a une autre manière ou une nouvelle perception de contenu diffusé sur les réseaux sociaux. Je me dis que maintenant, dans l'ère dans laquelle nous sommes, nous trouvons à présent, c'est plus facile de voir ou d'utiliser ou de percevoir des contenus qui allient authenticité et simplicité, des documentaires plus courts, des témoignages avec vidéo, des témoignages accompagnés d'illustrations. Je me dis que c'est plus facile de recevoir une information ou de pouvoir, où tu peux pouvoir interpréter, où tu peux pouvoir lire le contenu ou le message que la personne derrière l'écran ou la personne sur les vidéos, la personne qui partage le témoignage, une image, c'est tellement facile de plus comprendre ou plus, je dirais, relate à ce que le message veut dire aux propos diffusés en les voyant, l'audiovisuel, comme on le voyait bien avant, comme on était... Oui, on est à la 31e commémoration, donc ça change, tout change avec le temps maintenant. C'est vrai, tout se passe sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer des témoignages donc, en ligne soient à la fois accessibles et respectueux à la sensibilité de la jeunesse? Parce que vous êtes dans le département de développement de la jeunesse. Je me dis que ce serait plus facile que pour les jeunes. Et après, quand on dit jeunesse aussi, il y a une catégorie d'âge. C'est pas que ça commence bien quand les adolescents, après ça va jusqu'à la trentaine. Je me dis aussi qu'on devrait trouver un moyen de départager les contenus publiés. Je me dis aussi que c'est en relation avec ce que le cerveau à un âge quelconque peut recevoir et aussi en essayant d'éviter une surcharge émotionnelle. Le contenu que je peux essayer de transmettre à un enfant de 13 ans, 16 ans, 17 ans est différent du contenu que je peux transmettre à une personne de 30 ans. La façon de digérer l'information et aussi de penser, de réfléchir est différente. Je me dis que les réseaux sociaux, c'est bien, mais je me dis aussi que c'est bien aussi de penser à la façon dont on peut départager les informations. Et aussi, je ne sais pas si là maintenant, pour les parents ou pour les éducateurs, si aussi il y aurait moyen de vérifier ou de... je me dis de suivre les informations que les enfants ou que la jeunesse consument exactement, mais aussi il y a vous voyez par exemple pour les films, hein, il y a des restrictions d'âge, censure et tout ça. Donc je me dis qu'il faudrait départager l'information, mais aussi aux éducateurs ou aux personnes qui veillent aux enfants ou à la jeunesse, de s'assurer que le contenu que les enfants consomment, que la jeunesse consomme, est approprié à leur âge pour éviter une surcharge émotionnelle. Là, puisque vous venez de mentionner les parents, je vais revenir sur Monsieur Daniel Scornet qui a écrit un livre donc, sur le mécanisme, donc comprendre le mécanisme génocidaire. On va d'abord suivre son commentaire par rapport à la transmission et on revient sur le même point. Est-ce que les jeunes peuvent être intéressés à partir de leur propre savoir à s'intéresser au sens fort du terme et pas seulement de recevoir les savoirs des adultes, mais de participer eux-mêmes à la construction de ces savoirs. Donc c'est trouver cette alchimie-là, c'est-à-dire de faire que vraiment ça ne soit pas, j'ai dit, bon, de façon un peu schématique bien sûr, que c'est moins un devoir de mémoire
qu'un désir de mémoire. Il faut que la jeunesse ait le sentiment qu'elle peut être acteur. Et donc, à partir de là, elle va être créative. À partir de là, elle va entraîner autour d'elle. Ce n'est pas seulement la réception d'un savoir qui semblerait complètement fini et qu'il faudrait apprendre comme on apprend la table de multiplication ou le delta du Nil. Non, c'est quelque chose qui engage totalement la personnalité pour toute la vie, qui est... Il nous faut créer des héros. Il y a eu des héros enfants durant le génocide, des héros civiques du quotidien, parce que sinon le monde va basculer. Je ne parle pas du Rwanda qui travaille de façon énorme, parce que des fois on dit à l'extérieur du Rwanda, ici c'est le silence, etc. C'est ne rien comprendre à ce qui se passe au Rwanda, ou au contraire, on développe le pays sans oublier le phénomène qui s'est déployé. C'est au contraire au cœur du déploiement moderne du Rwanda. Donc voilà, c'est un apport, je l'espère, et un apport que j'espère développer dans les écoles, parce que moi j'ai été très frappé durant ces 2 heures de débat que des jeunes, premièrement, ont lu le livre, deuxièmement, en ont discuté avec leurs professeurs, en discutent avec leurs parents et disent « mais ça m'a permis de comprendre des choses qui pour moi étaient complètement incompréhensibles et qui n'étaient pas compréhensibles seulement par les paroles jusqu'à présent ». Ça, c'est vraiment ce que je recherche et vraiment, ça m'a conforté dans cette démarche, vraiment. Oui, je pense qu'il ne faut pas généraliser, mais effectivement, et ça se comprend, c'est-à-dire l'ensemble des adultes, quelle qu'ait été leur situation durant le génocide, en sortent traumatisés, dans des traumatismes très différents, dans des hontes aussi. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui bloquent la parole des adultes. Et on peut le comprendre, ce n'est pas du tout leur faire un procès de dire que la situation, évidemment, et c'est vrai pour les enseignants aussi. Les enseignants aussi peuvent avoir la crainte d'aller au fond du problème avec leurs élèves. Eux-mêmes sont traumatisés, eux-mêmes ont eu des problèmes dans leur famille, en ont toujours, etc. Donc c'est très compliqué. Donc il ne faut pas avoir un jugement moral là-dessus, il faut comprendre pourquoi. En plus, la culture rwandaise est une culture de pudeur aussi, qu'on connaît bien, est une culture patriarcale aussi, où l'enfant doit avoir une certaine distance aussi vis-à-vis du père. Donc il y a des phénomènes à la fois universels et particuliers qui font qu'on peut comprendre qu'il y a des difficultés. D'où la raison, justement, de trouver la façon, si vous lisez en famille un seul chapitre, obligatoirement, les enfants vous poseront des questions, vous aurez des réponses et le dialogue se fera. C'est fait pour ça. Par rapport à son commentaire, alors pour être sur les réseaux sociaux, bien sûr, on est inspiré. Lui, il parle de la manière de transmettre, que ce soit en famille. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous vous assurez que la jeunesse a l'information qu'il faut pour aller sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous les encouragez? Je me dis que ces plateformes de réseaux sociaux jouent un rôle où c'est plus facile de transmettre, encore une fois, un message, de diffuser un contenu quelconque. Et ces plateformes sont à la fois rapides, c'est tellement facile de transmettre des informations et à un public plus large immédiatement. Je me dis que ce qui est bien avec les réseaux sociaux, le côté positif, c'est qu'on peut atteindre un grand nombre de jeunes. Ce sont des plateformes que tout le monde utilise, la jeunesse, la plupart, et c'est tellement facile de partager des informations. Mais maintenant, ce qu'on doit faire, on doit s'assurer, c'est que les informations et les contenus qui sont diffusés sont des contenus vérifiés, sont des contenus vérifiables, sont des informations correctes. Et c'est là maintenant je me dis que la lutte est. Parce que aussi les réseaux sociaux, ce sont des plateformes où c'est facile pour les jeunes de
d'avoir une conversation, de discuter, de poser les questions. Mais aussi, on essaie très bien de semer les doutes. Oui. Alors ici, on pourrait se demander quand on va sur les réseaux sociaux ce qu'on voit. En général, ça c'est le format court. Oui. Quand on écoute par exemple le livre qu'il a présenté, on se demande où est la jeunesse. Est-ce que la jeunesse est encouragée à participer dans des cafés littéraires? Est-ce que la jeunesse est encouragée à aller dans des forums où on parle, où on partage de ces informations, de l'histoire du Rwanda, ou bien de tout ce qui est comme lutte contre la désinformation ou bien le négationnisme? Vous, de votre côté, quelle est l'expérience dans votre département de développement de la jeunesse? Comme il a bien dit, il s'agit de créer dans la jeunesse ce désir. Le désir de pouvoir, de leur propre gré, de pouvoir vouloir savoir plus, de pouvoir participer. Je me dis que la meilleure façon, parce qu'il y a la sensibilisation partout. Tout le monde sensibilise la jeunesse à participer à ces forums, à ces cafés littéraires, à tous ces événements commémoratifs. Tout le monde est sensibilisé vraiment. Mais je me dis que aussi d'un autre point de vue, il y a la jeunesse aussi qui a cette envie, cette soif de pouvoir apprendre, de pouvoir aussi participer, mais aussi de pouvoir, donner leur avis aussi, ou pas vraiment donner l'avis, mais aussi de échanger les partager, opinions. Échanger les opinions et tout ça. Mais aussi, ce que je me dis qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait donner une plateforme où je me dis plus les invités. Non, je ne sais pas les invités. Ils sont déjà là. En fait, ils sont déjà là sur les réseaux sociaux. Voilà, ils sont déjà là. Mais maintenant, il faudrait leur sensibiliser à plus prendre la parole, à oser prendre la parole. On voit sur les réseaux sociaux, il y a des types de jeunesse, il y a ceux d'espace, mais aussi de jeunesse. Je me dis qu'il y a des catégories. Il y a les jeunes qui veulent bien participer. Il y a des jeunes qui veulent bien parler de notre histoire, il y a des jeunes qui veulent bien s'éduquer, s'informer, il y a les jeunes qui veulent bien protéger notre mémoire, mais il y en a d'autres aussi qui sont passifs. Il y a d'autres qui se disent « Ah non, si moi j'ai laissé mon message le 7 avril, c'est bon, ça suffit ». Parlons de ça directement, de la passivité. Je pense que vous connaissez Jessica Mwiza. Oui. Et elle était en train d'expliquer le fait de faire un message juste pour la libération, le jour de la commémoration, le 7 ou bien le 4 juillet, que ce n'est pas suffisant. Alors, est-ce que vous aussi, vous encouragez la jeunesse ou bien... Exactement, c'est ça dont vous allez parler. Je me dis aussi que... La passivité, comment est-ce que vous luttez contre la passivité? Par exemple, ici, maintenant, on est en train de revenir sur la case départ. Pour être sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super. On peut voir quelqu'un qui a beaucoup de gens, des milliers qui le suivent, mais on se dit quel genre de message ces gens ou bien ces jeunes partagent. C'est exactement le rôle que je voulais expliquer. Quand je dis qu'il y a un grand nombre de jeunes, on peut le voir aujourd'hui, on le voit pendant les 100 jours de commémoration. Il y a pour certains, la commémoration, c'est juste le mois d'avril, quelques jours du mois de mai, mais après, en juin, on n'en parle plus. Et après, juillet, on fête la libération et tout. Mais je me dis que aussi, on parle encore du lien d'engagement. Je me dis que ce qui pourrait être possible, ce que je pourrais dire, c'est sensibiliser la jeunesse à ne pas être passive. La commémoration ne s'arrête pas seulement à ces 100 jours. La mémoire, c'est quelque chose que nous avons avec nous, que nous portons sur nos dos, que nous portons sur nos épaules en tant que Rwandais pour toute une vie. C'est pas notre rôle seulement le 7 avril. On le voit, nous tous, toutes les jeunes, tous les statuts. Nous parlons des réseaux sociaux, alors je vais utiliser le langage. Sur nos statuts, sur nos profils, on a tous la graphique Kwibuka et tout. 31. Mais après, 31 pour cette année. Mais après, ça s'arrête là. On partage des messages, des témoignages et ça s'arrête là. Mais si nous nous arrêtons juste là, ça ne donne pas, ça ne donne pas un moment de réflexion collective, si je peux me permettre. Ça ne donne pas le moment d'approfondir
nos recherches, ça ne donne pas le moment de poser les questions et d'avoir les informations qui vont au-delà de juste le génocide contre le Tutsi, les informations qu'on trouve partout. Plus d'1 million de morts et tout ça. On apprend qu'est-ce qui a conduit à ce génocide, quel était le rôle de chaque Rwandais, quel était de chaque Rwandais, je parle pour ceux qui ont perpétré ce génocide. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, qu'est-ce qu'ils auraient pu changer, qu'est-ce qu'on peut apprendre en tant que jeunes. Donc, si on prend notre temps pour penser qu'on peut juste s'engager pendant la semaine de commémoration et après laisser le fardeau aux autres de lutter cette lutte, en fait, d'information, d'apprendre et tout ça, d'apprendre sur le génocide, je me dis qu'il y a un danger qui est devant. Il y a un danger qu'on finira par faire face. Oui. Et puis, je me dis que ce qu'on peut faire, c'est exactement de sensibiliser cette jeunesse passive à prendre part, à prendre action, à avoir ce désir encore, cette soif, ce sentiment de responsabilité et de comprendre que non, ce génocide duquel on parle, cette histoire qu'on essaie de défendre, cette mémoire qu'on essaie de protéger, ne s'arrête pas aux 100 jours de génocide. Elle va au-delà. C'est une histoire, c'est une mémoire qu'on porte tous en tant que Rwandais et qu'on porte pour toute une vie. Ouais. Merci beaucoup, Eunice. En fait, ici, il est très urgent de faire un clin d'œil, de rappeler, d'éveiller la conscience de la jeunesse parce que, comme mon collègue tout à l'heure, on va suivre un élément, un sujet où les enfants étaient au Parlement et puis le gouvernement est en train d'apprendre le patriotisme et tout ce qui est en rapport avec la gouvernance aux enfants du primaire. Oui. Alors on se demande, si on est en train d'apprendre, donc il y a tout les efforts qui sont déployés pour apprendre. Alors là, maintenant, on se dit, les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, j'ai deux inquiétudes, moi. De mon côté, il y a une fois, parce que tout ce qu'on a comme information, il y a éduquer, informer et le loisir. Par exemple, on peut voir un post de quelqu'un qui est mort. Et comme ça, sans réfléchir, on fait like. Alors là, on se demande, quand je vois une mauvaise nouvelle, vraiment triste, et que je vois qu'il y a 100 likes, je me demande, est-ce que les gens qui ont fait likes pensaient vraiment à ce qu'ils étaient en train de liker et au moins, enfin, on parle de la passivité. Alors, il y a un point de savoir, c'est vraiment important de ne pas être passif, de faire partager, de partager ce qu'on voit de bien. Si on ne peut pas aller écrire ou bien composer un contenu, au moins, à la limite, on peut partager. Mais aussi, avant de partager, je parle de la présence sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est conscient des outils qu'on est en train d'utiliser et l'impact que ces outils ont sur notre quotidien ou bien sur les autres? Je me dis que, en tant que jeune, quand tu penses aux réseaux sociaux, la première chose qui vient à la tête ou qui clique, tu n'as pas conscience immédiatement de « Ah, ce message que je veux partager, cette information que je veux partager, ça aura cet effet, ça pourrait avoir un effet négatif, ça pourrait avoir un effet positif. Tout dépend de la personne qui interprète ce contenu et ce message. Du coup, je me dis que je ne pense pas vraiment qu'on prend conscience immédiatement de l'effet que les contenus que nous partageons de l'ampleur de ce message ou de ces contenus, l'ampleur que ça, de nos réactions et tout ça. Mais après, je me dis que aussi, ce que je pourrais dire à la jeunesse, c'est qu'on essaie tous de faire et qu'on fait bien, qu'on est sur la bonne voie en tout cas. C'est de rappeler à chaque personne que non, ce message que tu partages, cette information n'est pas correcte. Cette photo, cette image que tu partages, surtout pendant la période de commémoration, n'est pas appropriée. Peut-être cette personne n'a pas d'informations ou peut-être cette personne est en train... C'est une plateforme pour cette personne de partager sur le négationnisme et tout. Je me dis aussi, bon, on le fait bien, comme je l'ai dit, on voit partout sur Twitter, sur Instagram, sur WhatsApp, il y a tout le monde qui dit « Faites attention à ce que vous partagez ». Ce langage n'est pas utilisé pendant la semaine de la commémoration. Ces images ne sont pas diffusées. Ce genre de réactions, ce genre de contenu ne sont pas
approprié pour cette commémoration. Mais je me dis aussi qu'il y a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire parce que je répète encore, je précise et je le dis toujours, je pense que nous ne sommes pas assez informés. Vous l'avez dit, on a toutes ces ressources, on a des livres, on a des vidéos, on a des témoignages. Il y a tous ces événements de commémoration auxquels nous devrions participer, auxquels nous devrions s'engager et donner, même si je me dis que peut-être il faut quand même avoir des informations à un niveau de maturité ou d'intelligence émotionnelle pour pouvoir s'engager dans des conversations. Mais je me dis que la base, d'après tout, c'est d'abord d'avoir ces informations, de connaître, de s'éduquer, de connaître notre histoire et pouvoir maintenant la partager, en parler. Oui. Ouais. Je me dis qu'on a encore du chemin à faire pour s'éduquer, pour apprendre de notre histoire, mais aussi on a du chemin à faire pour comprendre que c'est notre responsabilité. C'est à nous, le Rwanda, le futur du Rwanda, nous, les jeunes, de prendre le premier pas, de faire le premier pas. Il y a déjà, vous avez parlé du gouvernement, toutes les choses qu'ils mettent pour apprendre des enfants de bas âge, de la bonne gouvernance. C'est une étape primordiale, mais aussi c'est à nous de saisir toutes ces opportunités que le gouvernement nous donne en main. C'est à nous d'aller chercher vers l'information. C'est de ça, dont l'écrivain, il a parlé, il a dit ce désir de pouvoir d'aller en avant, d'aller à l'encontre, de pouvoir nous-mêmes, ce désir vient de notre propre gré, de pouvoir nous éduquer, de pouvoir savoir. Mais après, maintenant après s'être éduqué, après avoir eu accès à toutes ces informations, maintenant nous sommes en position de partager aux jeunes, de transmettre cette mémoire aux plus jeunes, d'en parler au monde entier, de faire face au négationnisme et tout ça. Ok, merci beaucoup. On va d'abord revenir sur le sujet de mon collègue Patrick Nyili-Dindi qui parle de comment apprendre aux enfants ou bien introduire aux enfants la bonne gouvernance. On revient sur le même point après. Apprendre la gouvernance aux enfants implique également de découvrir le système politique du pays, notamment les processus d'élaboration de lois et d'autres sujets connexes. Interrogés par Arabi, certains jeunes affirment que l'apprentissage de la gouvernance et de la compréhension de son fonctionnement leur sont très bénéfiques. Le député Bitunguramié Diogène, membre de la commission de l'éducation et de la technologie, souligne que toutes les écoles du Rwanda devraient participer à l'enseignement de la gouvernance aux enfants. Il s'agit d'inculquer le patriotisme aux jeunes et de les aider à comprendre la vision du pays. L'objectif principal est de leur inculquer les valeurs fondamentales de la République du Rwanda, telles qu'énoncées à l'article 9 de la Constitution, à savoir l'unité, le travail et le patriotisme. Ces principes fondamentaux de la République du Rwanda englobent tout ce que les jeunes doivent savoir et il est important qu'ils les comprennent et les respectent. Au Rwanda, un grand nombre de jeunes se familiarisent avec la gouvernance et la politique grâce au programme Itorero lancé par le gouvernement. Alors, Eunice, si des enfants de moins de 15 ans sont en train d'être introduits à la gouvernance, du côté alors de réseaux sociaux, parce qu'eux aussi viendront bientôt, alors quel message peux-tu donner à la jeunesse qui n'est pas encore consciente qu'il est de leur responsabilité de mener le jeu, de protéger tout ce qui a été acquis par le pays? Je me dis qu'il y a un grand nombre de jeunes qui, la dernière fois, lorsqu'on parlait de ça, on parlait du négationnisme et on parlait de ces jeunes avec qui on va des idées d'idéologie génocidaire. Je pense qu'avec tout ce qu'on a pu voir pendant la semaine de commémoration, pendant cette période de commémoration, il y a quand même un grand nombre de jeunes comme moi qui ont un déclic, qui disent mais attends, si on peut faire face si maintenant on fait face à des jeunes de bas âge qui ont cette idéologie, qu'est-ce qu'on peut faire à notre tour pour Quand tu parles de bas âge, ça veut dire quel âge?
La dernière fois, on a parlé d'un garçon qui avait 12 ans, qui était à l'école et qui avait des idéologies du génocide génocidaire. Je me dis que ça nous a quand même fait, je parle encore en tant que jeune pendant cette période de commémoration cette année, ça nous a quand même fait un déclic, mais ça nous a aussi rappelé, ça nous a rêvé, et nous a rappelé qu'on a un devoir de transmission de mémoire. Ces jeunes, comme tu viens de le dire, c'est bien, demain, après-demain, ils seront présents sur les réseaux sociaux. Et c'est à nous, en fait, c'est à nous de leur transmettre cette mémoire, c'est à nous de leur expliquer. Je me dis que c'est souvent plus facile d'avoir cette conversation, en anglais on dit peer-to-peer, entre jeunes. C'est facile. Pour moi, enfin, je me dis que c'est facile pour le jeune, je parle encore en tant que jeune, c'est facile d'avoir une conversation entre jeunes. C'est facile d'avoir une conversation entre camarades, surtout sur des sujets comme ça, des sujets, je dirais, émotionnellement difficiles, comme le génocide. C'est plus facile de poser une question à un ami qu'à un parent, parce que les parents, il y a tout le traumatisme qui va avec. Alors, je me dis qu'il y a la jeunesse comme moi qui s'est réveillée, qui a dit on doit faire quelque chose, on doit contribuer, on doit prendre action pour que ces jeunes qui sont derrière, lorsqu'ils viendront ou ils entreront ce monde des réseaux sociaux, et puissent avoir accès à des informations correctes. Mais comment est-ce qu'ils pourront poser des questions? Comment est-ce qu'ils pourront s'éduquer? Comment ils feront pour s'éduquer? C'est quand nous tous, en tant que jeunes, allons nous mettre ensemble, allons nous tous, mettre, je dirais comment, tous les efforts ensemble. Tous les efforts ensemble pour pouvoir passer ces informations, donner les données qui sont correctes, partager les témoignages qui sont vrais, partager des vidéos éducatives sur les génocides. Ça demandera nos efforts tous ensemble pour pouvoir donner les informations correctes. La seule solution ou la seule chose à faire, c'est encore, j'y reviens, de s'éduquer. S'éduquer sur notre histoire. C'est toujours la base et je me dis que c'est la seule façon que nous pourrons faire, apprendre et s'éduquer et pouvoir partager, utiliser les réseaux sociaux. Ne pas avoir peur de parler, de poser les questions, là on ne comprend pas, mais surtout de diffuser des contenus qui sont corrects. Voilà, là, on arrive dans la dernière phase de notre discussion qui va directement, comme vous étiez en train de parler, ensemble pour se souvenir. On revient sur le sujet. Le sujet, c'est se souvenir à l'ère des réseaux sociaux. Oui. Alors, quand on parle de se souvenir, donc, il est question de s'éduquer. On a fini de comprendre et protéger ce qui a été acquis et aussi construire l'avenir. Alors là, maintenant, par exemple, il y a Kwibuka digital. Il y a sur les réseaux sociaux. Mais on se demande, est-ce que tout le monde connaît où on peut trouver les informations? En termes d'éducation, il y a des réseaux sociaux, il y a des plateformes de Kwibuka, il y a tout ça. Est-ce qu'il y a des gens vraiment, est-ce que vous encouragez les gens à visiter tout simplement pour s'éduquer, mais aussi partager aux autres? Est-ce qu'on connaît vraiment qu'il y a des plateformes spécialement pour ça? Ici, je parle du fait que c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience et de faire de ce devoir de mémoire la responsabilité de chaque jeune. Oui. Je pense qu'il y a quand même eu... les gens ont été sensibilisés à partager, mais je sais parce que je suis aussi jeune sur ces réseaux sociaux. On a accès à toutes ces plateformes. Il y a Kwibuka Digital, où on a accès à des informations qui pourraient être peut-être difficiles pour les jeunes. Encore, je parle des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux. Ça pourrait sembler difficile de lire tout un livre qui parle, vous voyez, comme on a accès à des informations par date. On sait, ça s'est passé sur cette date. Ce jour aujourd'hui dans l'histoire et tout ça, on a accès à ces informations. C'est peut-être difficile de lire tout un livre avec ces informations, mais plus facile de lire, de voir
des mots, des posts avec les images, des formats digestibles. Oui, exactement, des formats digestibles et faciles à partager. Je me suis rendu compte pendant cette période de commémoration que quand même il y a un grand nombre de jeunesse qui a continué à visiter ces plateformes, qui a continué à partager ces contenus digestibles au travers Instagram, Twitter et tout ça. Mais donc, ça montre aussi encore qu'il y a une sensibilisation, c'est la mémoire, et c'est la mémoire collective, tout le monde prend part. Je me dis peut-être que... Le défi, il est où alors? Le défi... Jusque-là. On va réfléchir ensemble. Moi, je me dis que le défi, c'est que ça s'arrête, comme je l'ai dit au début, à 30 jours. Ça s'arrête à 40 jours. Ça s'arrête à avril. Après avril, on retourne à la vie normale. Ça s'arrête en mai. Pourtant, c'est dommage puisque quand on regarde sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de Kwiwuka, on se rend compte que quand on parle de 100 jours, c'est pas 100 jours pour dire peut-être, c'était que chaque jour, il y avait des massacres. Exactement. Chaque jour a une histoire. Chaque jour a son histoire, c'est ce que je me dis. Je remercie le gouvernement qui fait en sorte de nous partager ces informations en format digestible. Je me dis qu'on devrait faire mieux. On aurait pu faire un travail on aurait pu faire mieux en tant que jeune et vraiment de retourner dans ces livres et apprendre en détail. Mais je me dis aussi que ces formats aident à créer une sorte de curiosité dans la jeunesse, de dire « Ah, mais j'aimerais bien apprendre plus sur cette date. J'aimerais bien apprendre plus sur... ce qui s'est passé dans cet endroit, dans cette province, dans cette ville. Et je me dis qu'il y a le gouvernement qui fait un très bon travail avec les réseaux sociaux et la communication. Et je me dis que là, maintenant, c'est à nous, c'est à la jeunesse de prendre part, d'avoir de prise de conscience, de voir vraiment que c'est à nous de comprendre, en fait, que c'est à nous. C'est à notre tour de jouer un rôle, c'est à notre tour d'apprendre, c'est à notre tour de s'informer, de s'éduquer à travers toutes ces ressources que le gouvernement nous donne. Le défi, c'est que ça s'arrête à 30 jours. Ça s'arrête en avril, ça s'arrête en mai. Surtout quand on parle de gouvernement, on parle du ministère de l'Unité et de l'engagement civique. Alors là, on va revenir sur Daniel Skornik qui a expliqué par rapport à la famille comment transmettre aux plus jeunes, genre les enfants. Mais surtout, on revient sur le point de parler... Aujourd'hui, on est le 15 juin. Oui. Et le 15 juin, en 1994, il y avait une histoire. Oui. Et jusqu'au 30. Donc, ça veut dire, on est en train de rappeler que 100 jours, c'était 100 jours de massacre. Il n'y avait pas de repos. Oui. Et aujourd'hui, on se souvient à l'ère des réseaux sociaux. C'est très important de se réveiller et de voir, si on veut connaître, parce qu'on a commencé par parler de l'éducation, de connaître qu'est-ce qui s'est passé cette journée, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. On va d'abord revenir sur le Skornik, ce qu'il a dit en expliquant comment comprendre le mécanisme génocidaire, et on revient. D'accord. J'écris, je travaille sur le génocide depuis des années, je l'ai déjà fait en France. Ce génocide intéresse aussi la France, vu sa complicité dans ce génocide. Maintenant, je suis aussi rwandais, donc j'ai une double raison de m'intéresser au génocide. J'ai déjà écrit d'autres livres sur le génocide, avec moi le dernier Tutsi, avec Charles Abonimana, avec les veuves du génocide, les veuves d'Avega. Et il m'a semblé très important de poser un problème sur le problème de la transmission. Parce que, évidemment, ce génocide nous a appris des choses au corps sur le mécanisme génocidaire. Ce n'est pas seulement un génocide de plus, c'est un génocide qui apporte de nouvelles connaissances universelles sur le mécanisme génocidaire. Mais le livre veut surtout permettre à la jeunesse non pas seulement d'apprendre ce mécanisme génocidaire, mais de s'imprégner réellement de ce savoir. Parce que il y a la difficulté qu'on rencontre, que tant les rescapés
que l'ensemble des personnes qui étaient présentes, les papas, les mamans, durant toute cette période tragique, c'est comment on va en parler à notre enfant. Comment on va lui permettre d'avoir accès à une connaissance qui pourra lui servir toute la vie, pas seulement pour commémorer le génocide, mais aussi pour qu'il soit un acteur demain de tout retour, pas seulement au Rwanda, mais dans le monde entier, de ces processus identitaires qu'on voit fleurir sur la planète avec malheureusement cette idée que les génocides ne sont pas seulement derrière nous, mais la situation actuelle peut conduire à ce que de nouveaux génocides sur la planète se développent. Et comment des citoyens qui ont vécu, dont les parents ont vécu, dont les grands-parents ont vécu tragiquement ce génocide, peuvent eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais aussi pour la planète tout entière, avoir une capacité d'action sur la situation. Un jeune, dans le fond, apprend s'il a l'impression que ça l'intéresse personnellement, s'il a l'impression que ce n'est pas seulement les adultes qui veulent lui faire porter un fardeau du génocide, des erreurs passées, des tragédies passées. Et pour ça, j'ai tenté, avec mon style bien sûr, en respectant l'enfance, en respectant l'adolescence, de façon non paternaliste, ça aussi il faut se méfier de cette vision-là, de façon non autoritaire non plus, c'est-à-dire en respectant vraiment ce qu'est un enfant, ce qu'est un jeune, ce qu'est un adolescent, de trouver des moyens supplémentaires à ceux qui existent déjà pour que les jeunes soient en sympathie directe avec ce génocide. S'ils ne sont pas en sympathie directe, s'ils ont l'impression que c'est un phénomène extérieur, un peu lointain, ils peuvent s'en désintéresser, voire même le rejeter. Alors pour ça, j'ai surtout travaillé sur l'aspect de la complicité, là au sens positif du terme, entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes du génocide. En montrant que les jeunes du génocide, ceux qui malheureusement ont été exterminés, mais aussi ceux qui ont été rescapés, et il y en a beaucoup, parce que ce génocide est un génocide de l'enfance. Jamais un génocide a exterminé autant d'enfants. De montrer que les jeunes du génocide ont fait, pour survivre, ont mis en œuvre des capacités qui sont celles de la jeunesse, celles de l'adolescence, qui ne sont pas les mêmes que celles des adultes. Et en mettant cette vision-là, on peut créer une sympathie directe entre les jeunes de maintenant et les jeunes du génocide. C'est très important qu'il y ait cette connaissance de ce qui s'est passé pour les enfants, pour la jeunesse, durant ce génocide. Deuxièmement, j'ai mis beaucoup d'efforts à ce que l'expérience qu'ont les jeunes, parce que quand on est jeune, on construit son identité, et souvent sa seule identité, c'est le regard des autres et le regard qu'il pose sur les autres. C'est ça l'identité d'un jeune. Alors soit il y a un conformisme et on se met en relation avec le groupe, soit on développe sa propre personnalité. Les jeunes sont très informés des problèmes de boucs émissaires, d'exclusion, de harcèlement, etc. Et par là, ils peuvent comprendre comment peut s'enclencher un processus de groupe, et ils peuvent aller jusqu'à la compréhension, ce qui est terrible, comprendre pourquoi une population, à un moment donné, peut majoritairement participer au meurtre de masse. Je crois que vu la répétition des génocides dans l'histoire humaine, il faut maintenant aller à la compréhension jusqu'au bout de ce qu'est le phénomène génocidaire. Et le scandale absolu pour un jeune, c'est évidemment de savoir que des gens normaux, qui ne sont pas fous, participent au massacre de masse. Et je crois que les jeunes peuvent le comprendre à partir de ce qu'ils sont, à partir de leur formation, de leur propre identité. Alors, Eunice, construire son identité quand on est jeune, il vient de parler des jeunes de 1994 qui étaient intentionnels. Oui. Lorsqu'ils étaient en train de
de se battre. Oui. Ils étaient déterminés, ils savaient ce qu'ils font. Et maintenant, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, c'est quoi ton point de vue en termes d'intentionnalité, de détermination et de résilience? Et de résilience. Je me dis que les générations sont différentes et aussi leur combat, leur lutte est différente. Les circonstances sont différentes. Là, on a grandi dans un pays qui nous a tout donné. On a grandi dans un pays où on a eu cette grâce d'étudier, de vivre dans un pays qui sont en division et tout cela. Je me dis que notre lutte à nous, maintenant, c'est de préserver notre mémoire et de lutter contre le négationnisme. La jeunesse, on voit une grande partie des jeunes déterminés. On voit une grande partie des jeunes qui donnent tout, qui font de leur mieux, qui donnent qui font tout leur possible pour lutter contre ce négationnisme, qui fait tout pour s'intégrer, mais aussi s'engager dans tout ce qui est commémoration. Nous voyons des jeunes qui organisent ces événements de commémoration pour donner des plateformes, pour créer cette plateforme entre jeunes et nos parents, les personnes âgées, pour qu'on ait tous ensemble une mémoire collective, pour qu'on ait des réflexions collectives, pour que nous venons tous ensemble apprendre ensemble et voir ce qu'on peut faire en tant que jeunes pour ajouter à leurs efforts, pour construire sur ce qu'ils ont déjà bâti. Maintenant, ce que je me dis, les jeunes, c'est à nous de tracer le chemin, c'est à nous de tracer notre futur. Le futur du Rwanda, il est entre nos mains. On ne pourra pas y arriver sans être informé. On ne pourra pas y arriver sans avoir les outils en main pour lutter, pour contribuer, on ne pourra pas y arriver sans mettre tous nos efforts ensemble. Les jeunes d'autrefois étaient résilients, ils étaient déterminés. Ils ont libéré ce pays, ils nous ont donné un pays qu'on n'avait pas. Ils nous ont donné un pays harmonieux, un pays d'opportunités, un pays merveilleux, si je peux dire. Maintenant, c'est à nous de préserver leurs efforts. C'est à nous de construire, de bâtir sur ce qu'ils ont déjà donné. On le fait comment? On le fait en utilisant, on parle des réseaux sociaux, mais on le fait en utilisant tous les moyens possibles. On le fait en s'éduquant, en allant à l'école et en étudiant. On le fait simplement, ça peut être aussi facile que dire la vérité. Ça peut être aussi facile que, en anglais on dit stand on your ground. Ça peut être aussi facile que de se tenir et de défendre défendre notre contexte, ou bien le contexte de notre pays, de défendre notre identité en tant que Rwandais. Exactement, ça va avec notre contexte rwandais qui est différent. Ça va aussi avec je ne sais pas, se rappeler en tant que jeune, rappeler ton ami à l'école, rappeler ta camarade d'école, rappeler ton collègue au travail qu'on doit tous prendre en fait conscience, on doit tous s'y mettre pour défendre notre pays, on doit tous s'y mettre pour construire ce pays. Et ce pays a une histoire douloureuse, malheureusement. Mais sur cette histoire, c'est là où nous bâtissons notre avenir. Prendre conscience et aller de l'avant. Eunice, je ne vais pas te culpabiliser, mais tu viens de dire l'avenir du pays est dans nos mains. Alors là, maintenant, depuis janvier jusqu'à février, on a vu que l'avenir de l'Afrique est dans la main de la jeunesse. Il y a l'agriculture, l'intelligence artificielle, toutes les conférences. Ils sont en train d'inclure la jeunesse et de responsabiliser la jeunesse. Alors maintenant, est-ce que vous avez conscience du travail important que vous avez actuellement pour apporter de l'impact, pour changer le monde autour de vous? Je me dis que c'est... Et si je parle de se souvenir à l'ère des réseaux sociaux, on est en train de parler donc un pan entre les témoignages et éducation des enfants. Donc, quand on parle de témoignages, moi, j'insiste sur le fait de participer aux endroits où se passent les témoignages, aux cafés littéraires, aux forums, tout ça. Quel message pourriez-vous donner vraiment? Parce que vous et la majorité, donc moi, je parle d'autres personnes, vous avez vous-même dit passivité.
Quel message pourriez-vous leur partager pour qu'ils puissent comprendre qu'il est aussi de leur responsabilité? Quand on est passif, ça veut dire que c'est un crime, Oui, la passivité. Enfin, c'est pas un crime, c'est ce que... Il y a des organisations, il y a des groupes de jeunesse qui essaient de créer ce sentiment de responsabilité, ce sentiment de se sentir concerné, ce sentiment de sensibiliser en fait à la jeunesse que c'est à leur tour de prendre part. Vous l'avez bien dit, le futur de l'Afrique, le futur du Rwanda est dans les mains de la jeunesse. Maintenant, tout ce que je me dis que le gouvernement essaie de faire, mais je me dis aussi qu'il y a quand même une partie de la jeunesse qui a déjà pris part, mais encore c'est un chemin. C'est pas qu'on comprend tout de suite et là maintenant. Il y a du chemin à faire, mais je me dis qu'on est sur la bonne voie, comme je l'ai dit avant. On voit quand même, si tu compares... encore, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, si tu compares l'année passée et cette année, on voit quand même que la jeunesse s'engage de plus en plus, on voit quand même que la jeunesse se réveille de plus en plus et qu'elle prend plus conscience ou qu'elle réalise le chemin qu'il y a à faire, qu'elle comprend que c'est pas facile. Il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas encore, qu'on ne sait pas encore, mais quand même il y a cette prise de conscience. On sait que encore le futur est dans nos mains et ce qu'on essaie de faire, par exemple pour PLP et pour d'autres groupes, on voit ARPAS et tous ces autres organisations partenaires, c'est qu'on essaie quand même, on l'a bien compris à un bas âge, on l'a compris, mais ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de le transmettre aux autres, de le dire aux autres. On est tous jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à unir nos forces ensemble pour bâtir ce pays, pour bâtir le Rwanda, pour se souvenir, pour protéger notre mémoire? Ceci est notre devoir en tant que jeunes, parce qu'encore dans le contexte du Rwanda, c'est pas possible, en tout cas, c'est pas possible, c'est pas évident qu'on puisse construire un futur sans d'abord regarder en arrière, sans construire, sans se souvenir. Alors c'est important de se souvenir, c'est important de connaître la vérité et on pourra la connaître lorsqu'on on entendra plus de ces témoignages. Mais comment est-ce qu'on va faire pour entendre ces témoignages? On devra, comme tu l'as dit, aller à tous ces événements là où les témoignages sont partagés. On devra participer, lire un peu plus, avoir cette culture de lire et d'apprendre sur notre histoire. Lire les livres, il y en a beaucoup. Je pense que, je ne sais pas, chaque mois, chaque 2 mois, il y en a toujours, il y a des écrivains qui surgissent et qui nous partagent. Mardi aussi, 17h à la Bibliothèque nationale, il y aura un café littéraire de La Vie de Rose. Donc, tu es invité, tu peux inviter tes amis? Je ne manquerai pas. Donc, il y a tous ces écrivains qui nous partagent leurs témoignages. Un témoignage lourd, mais un témoignage qu'ils insistent à ce que nous puissions savoir, connaître. Et pourquoi est-ce qu'ils insistent à partager ces histoires qui étaient assez douloureuses pour eux? C'est pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions prendre conscience, nous puissions s'éduquer, mais que nous puissions aussi le transmettre. On devra mettre nos efforts ensemble pour encore, tu viens juste de m'inviter, je vais devoir inviter quelqu'un d'autre. Et tout le monde qui nous suit, ceci est une invitation aussi à tout le monde. Et on doit prendre part, on doit vraiment comprendre que c'est à nous, c'est à notre tour, c'est notre lutte, c'est la lutte de notre génération de prendre part et de faire tout en notre possible pour qu'on s'éduque, pour qu'on apprend, pour qu'on partage. Mais tu ne peux pas partager ce que tu ne connais pas. C'est là qu'on a risque de faire face au négationnisme. C'est là qu'on a risque de faire face à tout ce que nos parents nous racontent. Je dis que le Rwanda a un contexte particulier parce qu'il n'y a qu'au Rwanda que les familles vivent ensemble, coexistent ensemble, les familles des victimes, mais aussi les familles de ceux qui ont commis le génocide. Mais on est tous dans le Rwanda et on le voit aussi encore pendant la semaine, c'est tellement sensible, pendant la semaine de commémoration, il y a des enfants qui malheureusement ne reçoivent pas les informations correctes ou dont les parents
Ne disent pas la vérité. Ne disent pas la vérité. Mais maintenant, tu vas voir les enfants dont les parents qui viennent, la génération qui vient des parents victimes et la génération des enfants qui viennent de ceux qui ont commis le génocide, qui sont ensemble, qui vont s'asseoir ensemble sur le banc de l'école, qui seront ensemble dans le bus, qui vont se rencontrer à l'université, qui vont se rencontrer au travail, à l'église et partout dans notre communauté. Maintenant, comment est-ce qu'on assure, nous tous, en tant que Rwandais, que nous sommes tous sur la même page, que nous avons tous un seul but, de se battre, de lutter contre le négationnisme. On a un but commun, on a tous un but commun, c'est de construire notre pays, c'est de construire le Rwanda. Mais si on n'est pas éduqué ou si nous n'avons pas accès à toutes ces informations correctes, on ne pourra jamais arriver à notre but parce qu'on vient tous on a différents backgrounds, mais on a tous un seul goal, Rwanda. On a tous un seul point commun, on a tous un seul but collectif en tant que pays. Mais ça demande à ce que nous tous, en tant que Rwandais, en tant que jeunes, ça ne concerne pas seulement les jeunes de 20 ans, de 30 ans, non, les enfants, les ados, 13 ans, 15 ans. Ça demande à ce que tu oses ouvrir la bouche, demander, poser la question aux parents, à tes éducateurs, à l'école, aux aînés en fait, et de demander qu'est-ce qui s'est passé. Si tu ne comprends pas, il y a toutes ces ressources, Digital Kwibuka, il y a les plateformes, les réseaux sociaux, où on a vu quand même un grand nombre d'influenceurs qui partagent la vérité, qui partagent les faits comme ils étaient, qui partagent des informations vérifiées et appuyées par le gouvernement. Ça demandera à ce que nous tous, on ait cette intention en nous de poser les questions, mais d'apprendre, d'aller vers, d'utiliser tous ces outils qui ont été placés en nos mains pour s'éduquer. Et de là, on pourra partager, de là, on pourra transmettre, mais on ne pourra pas si on n'a pas toutes ces informations. Oui. Oui. Merci beaucoup. Le temps nous fait défaut. Un dernier commentaire par rapport à notre sujet. Se souvenir à l'ère des réseaux sociaux, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui te plaît? Ou bien qu'est-ce que tu apprécies? Parce qu'avant l'ère des réseaux sociaux, c'était comme... L'année dernière et aujourd'hui, c'est vraiment très accentué, les réseaux sociaux. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as apprécié? Alors, ce que j'apprécie sur les réseaux sociaux... Parce qu'on parle de réseaux sociaux double tranchant, mais on part seulement de ce qu'on exactement, j'allais parler du côté double tranchant, parce que ce que j'apprécie aussi, il y a aussi l'autre côté qui est, je ne sais pas comment dire, qui est bien triste. Ce qui me plaît, c'est que... il y a ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Ce qui me plaît, c'est que là, avant, on pouvait entendre les témoignages, mais on ne pouvait pas visualiser. On ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas mettre une image ou des images à ce qui est raconté. On ne pouvait pas relier les deux, on ne pouvait pas se faire une idée. Mais lorsque tu vois les images, lorsque tu peux voir la personne qui parle, lorsque tu vois les cicatrices, lorsque tu vois les images, tu vois les images des endroits ou des maisons qui ont été détruites, tu vois les personnes, les restes, les corps de ceux qui sont morts, qui ont été tués dans le génocide. Tu as une idée, tu prends conscience à quel point c'est lourd, tu peux voir, tu peux te faire une idée, mais tu peux aussi donc tu comprends, it's like put an image on what you're saying or what you're saying. Pardon de mélanger les langues, des fois on pense en anglais et il faut le temps de le mettre en français. Mais après, je me dis aussi que ce qui me déplaît, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a ce côté tranchant. Là, il y a la passivité, mais aussi il y a des gens... c'est aussi une plateforme, je dis, et c'est évident, on le sait tous, où c'est tellement facile de propager le négationnisme, de raconter les mensonges sur les génocides, sur le Rwanda, surtout sur le Rwanda, sur le développement du Rwanda que le Rwanda a fait. C'est tellement facile de propager des informations qui ne sont pas vraies. Maintenant, il y a cette lutte, en fait. Ce n'est pas facile. Mais le bon côté, c'est que maintenant, c'est tellement facile d'avoir accès à toutes ces ressources, à toutes ces informations. On a parlé de Digital Kwibuka, qui nous explique en détail ce qui s'est passé. Chaque jour a son histoire douloureuse et nous permettent de comprendre ce qui s'est passé à tel endroit,
à telle personne, des fois. On voit des images des gens, on voit des images des Rwandais, des Tutsis qui ont été tués dans les génocides. On voit des vidéos, on voit à quoi ils ressemblaient, on voit leur vie. On peut imaginer c'était quoi leur vie, ce qu'ils aimaient manger, ce qu'ils aimaient boire, ce qu'ils allaient faire, comment ils sont morts, en quel état et tout ça. Tout ça nous permet de comprendre un peu plus ou d'avoir plus de détails ou de contexte sur la gravité de notre histoire. Alors ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux, de mémoire collective, de se souvenir tous ensemble. Tout ça nous permet de voir. Mais maintenant, le fait que aussi c'est une plateforme qui propage le négationnisme, qui encourage le négationnisme pour ceux qui sont en dehors du Rwanda, mais aussi on a ceux qui sont dans le pays aussi qui utilisent ces plateformes pour ça. C'est là que je me dis qu'il y a un côté, il y a un côté tranchant, mais c'est à nous de... On va toujours utiliser le bon côté. On va toujours l'utiliser, mais c'est à nous, en fait, de prendre conscience et de changer les narratifs, de changer les perspectives. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. On vient de clôturer notre émission qui était autour de se souvenir à l'ère des réseaux sociaux. On était avec Eunice Mugisha, qui est dans le développement de la jeunesse. On reviendra une autre fois. D'ici là, portez-vous bien.